Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Va-t-on vers une prolongation du délai de dépôt des listes pour les élections législatives du 17 novembre prochain? Des partis politiques en ont fait la demande au ministre de l'Intérieur qui promet de donner sa réponse après consultation avec les autorités gouvernementales. Inondation dans la région de Matam, beaucoup de localités coupées du reste du pays. Le fleuve a quitté son lit, occasionnant beaucoup de dégâts. Journée mondiale de lutte contre la rage, plus de 300 chiens vaccinés à Kaffrine. Le docteur Imam Thiam demande aux collectivités locales de s'impliquer davantage dans la lutte contre les chiens errants. Et puis le Sénégal remporte le tournoi de l'UFOA chez les U20. Les Lionceaux de Serigne Saliou Dia ont battu en finale la Sierra Leone 2-0. Des buts signés Cherkiam et Ibrahima Djan. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Deuxième rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs du processus électoral. 3 points essentiels ont été soulevés ce matin. Le prolongement du délai des dépôts des listes électorales, des listes pour les candidats, les coalitions, l'acquisition du casier judiciaire et le format du bulletin de vote. Le ministre promet d'y apporter des réponses très bientôt après avoir consulté les autorités gouvernementales. Lors de cette rencontre, les acteurs vont aussi créer un cadre d'échange pour éviter certains problèmes à l'avenir. Compte rendu signé Pape Farani avec des images de Ahmadouba. Après une première rencontre boycottée par une partie de l'opposition, ce matin, tous les acteurs du processus électoral ont échangé des heures durant pour trouver un consensus sur l'organisation des législatives anticipées. Naturellement saluer le climat de sérénité qui a prévalu, le climat de sérénité ainsi que l'esprit de dialogue vraiment constructif qui ont prévalu pendant tous ces échanges. Essentiellement, 3 points d'attention ont été à l'ordre du jour. Le premier point d'attention est relatif à l'allongement de la durée du dépôt des listes. Le deuxième point d'attention était relatif au casier judiciaire. Et le troisième point d'attention est relatif au format du bulletin de vote. Tenir d'emblée qu'il y a un consensus sur la nécessité d'allonger très légèrement la durée de dépôt des listes. Un apaisement salué par la société civile qui estime que toutes les parties prenantes doivent accorder leur violon pour des élections transparentes et inclusives. Il faut saluer l'ambiance dans laquelle aujourd'hui on a travaillé. Donc ça a été une très bonne ambiance, donc on a fait une très bonne rencontre. Alors, aujourd'hui, il y a eu des questions, des inquiétudes qui ont été soulevées. Donc, les acteurs politiques doivent instaurer le dialogue. Je pense qu'ils doivent dialoguer. En tout cas, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, en tout cas, nous rassure sur le déroulement du processus. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier parce que en fait, il est de notre intérêt, nous tous les acteurs qui sont partie prenante au processus, je pense qu'aujourd'hui, ils ont intérêt à ce que les élections se déroulent dans la transparence, mais également dans une ambiance où le contentieux sera vraiment minime. Lors de cette rencontre, les acteurs politiques ont décidé de créer un cadre d'échange pour éviter certaines polémiques. Apprécier, c'est par rapport à la mise en place d'un cadre permanent où les acteurs politiques pourront se retrouver pour discuter sur des questions essentielles qui aujourd'hui intéressent le pays. Décision prise ici d'instaurer un cadre permanent de concertation entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. Ce n'est pas juste à la veille des consultations électorales qu'il faut discuter. Je pense qu'il faut avoir, comme ils l'ont proposé, selon une certaine périodicité, un calendrier et un contenu, un agenda précis de discussion entre la classe politique et le ministère de l'Intérieur pour qu'en permanence, on approfondisse le dialogue. En permanence, on perfectionne le dispositif, institutionnel et même qu'on progresse
en permanence, qu'on ne revienne pas sur les mêmes questions chaque année. Au terme de la réunion, le ministre de l'Intérieur a promis d'apporter des réponses sur les délais d'acquisition du casier judiciaire, sur les délais, l'acquisition du casier judiciaire et sur le format du bulletin de vote, après avoir recueilli les avis du président de la République et de son premier ministre. Pape-Ranning, merci. Cette affaire qui défraie la chronique à Thiès est devenue virale sur les réseaux sociaux avec un enseignant nommé Mamadou Diène, nommé intendant au lycée de Fayou, lui remplacé parce que certaines indiscrétions disent qu'il est de l'APR. Charanta Diop a mené une enquête pour plus d'éclairage. Je vous propose d'écouter son sujet. C'est sur demande de cette dame que Mamadou Diène a été démis de ses fonctions d'intendant du lycée de Fayou. Les patriotes, je suis vraiment choqué de voir Mamadou Diène nommé intendant du lycée de Fayou. C'est cet homme qui dirigeait les enseignants de la paire à Thiès. Ce parti nous a torturés. Aujourd'hui, il est devenu le nouveau intendant du lycée. Je demande solennellement à Moustapha Guirassi de le démettre. Cette décision est devenue virale dans les réseaux sociaux et a suscité beaucoup d'interrogations à Thiès et même au-delà. Le principal concerné se dit très choqué et revient sur les faits. Je rappelle que je suis à ma 24e année dans le système éducatif en tant que maître créané et ensuite surveillant au CM de Kerma Sambagay de Thiès. Vu mon parcours et mon expérience, lorsque j'ai vu un poste d'intendant au lycée de Fayou qui est vacant, j'ai déposé un dossier au ministère. Le ministre a sorti un ordre de service, mon nommant intendant au lycée de Fayou. L'ordre de service date du 27 août 2024. Lorsque j'ai pris service, je me suis tout simplement rendu au lycée de Fayou. Et c'est normal aussi pour prendre service auprès du proviseur. C'était le 4 septembre. Et donc, il m'a livré une attestation de prise de service. À ma grande surprise, j'ai vu dans les réseaux sociaux une femme qui s'appelle Fatma Zahra, qui a fait une vidéo qui est devenue très virale, qui demande le ministre d'enlever M. Diène au poste d'intendant. Et ensuite, dans la vidéo, ce que j'ai pu comprendre, je ne suis pas de PASTEF. Elle a été appuyée par les jeunes de PASTEF dans les réseaux sociaux et ont mis la pression sur le ministre et ce dernier a pris un autre ordre de service d'annulation de ma nomination. Mais nous sommes dans quelle république? Moi qui ai fait plus de 24 ans de service, qui a vu un poste d'intendant qui est vacant, sur la base de coloration politique, on m'enlève. La constitution est très claire. Nous sommes l'école publique sénégalaise, est laïque et démocratique. Les gens ne doivent pas être choisis sur la base de leur coloration politique, ni ethnique, ni religion. Malheureusement, la République ne mérite pas cela. Qui ai fait plus de 24 ans de service, parce que je ne suis pas de pasteur qu'on m'enlève. Je ne mérite pas cette sanction. Et je regrette. Nous devons voir, je regrette énormément. Voici la situation. Ce qui prévaut aussi dans le système éducatif au niveau. Selon certains enseignants de Thiès, des organisations syndicales comme le G7, le QSEMS, le SAMS s'organisent pour mettre en place un plan d'action afin de lutter contre cette injustice. Autre aspect de l'actualité avec cet effondrement d'un bâtiment à Ndombo, Sandiri, c'est dans la commune de Richard Toll, bilan 1 mort. La victime est âgée de 58 ans. Le corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital de Richard Toll. Une information de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Les inondations dans la région de Matam, des localités entières emportées par le fleuve Sénégal qui a quitté son lit. La situation est très préoccupante en ce moment à Falokuna. C'est grâce aux forces de défense et de sécurité mobilisées par le gouverneur que les habitants ont échappé au pire. Pendant ce temps, les habitants de tout le Dans des Maillots se trouvent envahis par la crue. C'est un reportage signé à notre correspondant sur place, Ali Bandegna. La montée du fleuve Sénégal continue de perturber le quotidien des populations du Dandemayo. Envahis par les eaux de la crue, les habitants de Falokuna, dans la commune de Nabadji-Civol, ont été sauvés par la mobilisation de tous les moyens du comité d'action, piloté par les forces de défense et de sécurité. C'est dans ce cadre-là que la base navale qui se trouve là à Matam, sous la responsabilité du commandant de place d'armes, a bien voulu mettre à disposition 2 embarcations de type pneumatique Zodiac. La gendarmerie aussi a dépêché donc des véhicules légers d'intervention
en même temps donc le camion qui nous a permis de transporter donc le matériel qui était donc récupéré au niveau donc de ces villages sinistrés. C'est dans ce cadre que l'ensemble donc des populations du village impacté donc a été évacué au niveau donc des sites de recasement. Arrivé sur site, on a sécurisé donc le site de recasement pour faciliter donc la prise en charge de l'ensemble donc des populations. Pendant ce temps, toutes les autres localités du Dandemayo sont aujourd'hui sérieusement envahies par les eaux de la crue du fleuve. À Sinthiou Diamdioro, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Et depuis lundi jusqu'à présent, nous ne dormons même pas la journée ni la nuit parce que le village il est très inondé. On a au moins 8 familles qui sont délogées de chez eux. Il y a 4 familles. Leurs maisons, ils sont déjà cassées parce que c'est des maisons de balcon, ils sont tous cassés. Donc on demande l'aide du gouvernement qui nous aide pour avoir le moyen de combattre l'inondation. Et là, le groupe que vous avez vu, c'est les gars de Daoul qui sont venus de nous aider pour barrer la route. On attend l'aide du gouvernement, on sollicite le gouvernement de nous aider et pour combattre cette inondation. Dire que les forces de défense et de sécurité sont là aux aguets et que les populations peuvent à tout moment composer la ligne 18 pour alerter donc si la situation donc le nécessite. Face à l'ampleur de cette catastrophe naturelle, le gouverneur de la région de Matam en état d'alerte appelle les populations à plus de prudence. Saïd Dia qui rassure quant à la prise en charge des sinistrés, dont la liste ne cesse de s'allonger. La situation est très difficile sur place, mais elle est sous contrôle. C'est le sentiment du gouverneur Saïd Dia que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Ali Bandelnian. Bon, je crois que les populations doivent comprendre que partout où le citoyen sénégalais se trouve, l'État du Sénégal cherche toujours à améliorer les conditions de vie et d'existence. Il est hors de question qu'un citoyen sénégalais se sent lésé par une absence quelconque de l'État. Nous avons les maires, les sous-préfets et les préfets qui sont à pied d'œuvre et sur le terrain depuis lors. Donc je ne vois pas pour les raisons pour lesquelles les populations s'inquiètent et pensent que l'État ne prête pas attention à leurs préoccupations. C'est le contraire. Nous sommes là depuis le matin, ça a été le cas dans d'autres localités. La gendarmerie, l'armée, les sous-préfets et les préfets, à chaque fois qu'on nous signale des situations, ils se déplacent sur place pour proposer des solutions à apporter et, disons, aider les populations à sortir des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Justement, M. le gouverneur, quel appel lancez-vous aux élus? On sait que souvent c'est les premiers à être interpellés, mais jusque-là on ne voit que les forces de défense, l'administration. Les maires également doivent intervenir et vraiment le maire de Nabadji Civil est actuellement avec nous. Même s'il n'est pas là, plutôt son adjoint est là. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a proposé la prise en charge de la restauration dans un premier temps et de manière provisoire, disons, des populations. Les autres maires également sont aux côtés des sous-préfets. Dans tous les cas, à chaque fois que un maire n'est pas présent, nous l'interpellons directement et ils agissent vraiment de manière positive, à ce que je sache. Ici à Dakar, à la cité Bellevue, zone de captage, Eyof, 3 localités donc, qui ne connaissent plus les affres des inondations. Ici, grâce à des travaux de réaménagement effectués par l'État du Sénégal, que ces quartiers n'ont plus enregistré d'inondations dans leurs habitations. Des actions à saluer et à pérenniser partout dans le pays, selon les riverains interrogés dans ce reportage signé Habib Faye. C'est devenu un vieux souvenir pour les populations de la zone de captage. Grâce à des travaux de réaménagement, il n'y a plus d'inondations dans cette partie de la banlieue. Un ouf de soulagement pour les habitants. La population de la zone de captage est soulagée parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait même pas se mettre ici pour parler. Et aujourd'hui, on est là, on parle tranquillement, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Alors ça veut dire que la population est soulagée pour l'instant. Il n'y a que de l'eau de ruissellement qui se trouve ici. L'année dernière, on ne pouvait pas passer ici parce qu'on avait perdu tous nos routes. C'était l'année dernière et l'année auparavant. Ce n'est pas seulement à la zone de captage que le problème lié aux inondations est résolu. La cité Bellevue aussi a retrouvé son sourire d'antan. Pour rappel, c'est par un Zodiac que l'ancien chef de l'État Macky Sall avait effectué une visite dans cette cité. Aujourd'hui, il ne reste que des flaques d'eau. L'année dernière, on accédait, il y a des parties où on y accédait difficilement.
comparé à cette année, pratiquement toutes les maisons sont accessibles. Donc, j'imagine, entre votre passage dernier et celui de cette année, vous pouvez vous-même le constater, avec les fortes pluies enregistrées cette année, pratiquement notre cité est sec. Hein? Vous voyez le résultat, on est presque à ça. Les inondations ont causé d'énormes dégâts, mais beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement pour éradiquer ce problème. On a beaucoup souffert, on a vécu pas mal de problèmes dans cette cité, mais quand même il faut saluer l'effort qui a été entrepris pour solutionner ces problèmes. Avant, à cette période de l'année, je ne travaillais pas. Je préférais rester chez moi et attendre la fin de l'hivernage. Parce que toute cette zone était inondée et les motopompes ne pouvaient pas évacuer toute l'eau qui stagnait ici. C'était une situation difficile à vivre. Des solutions. C'est un point bas, le grand carré qui se trouve là-bas. Et c'est parce que les tuyaux ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais dès qu'ils seront positionnés et que les avaloirs ont été faits, la situation va changer. On avait 7 points de chute d'eau. Les 6 ont été réglés, il ne reste que le parent. Les canalisations internes au niveau de la cité ont été finalisées depuis près de 2 mois. Ce qui fait que l'eau emprunte cette canalisation. La machine est en marche. Les mêmes travaux sont effectués à Yoff aussi, où les inondations hantaient le sommeil des populations. Des initiatives entreprises pour soulager les habitants doivent être pérennisées partout dans le pays. Journée mondiale de lutte contre la rage. La direction régionale de l'élevage et des productions animales de Kaffrine a vacciné plus de 300 chiens, selon le président de l'ordre des vétérinaires du Sénégal, le docteur Imam Thiam. Il a en outre profité de la célébration pour inviter les collectivités locales à s'impliquer davantage dans la lutte contre les chiens errants pour avoir des résultats probants dans la lutte contre la rage à Kaffrine plus précisément. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ndeye Aobey. Chaque 28 septembre dans le monde, cette journée est célébrée et permet véritablement de lutter contre cette maladie qui véritablement pose un problème de santé au plan humain et très difficile à gérer. Nous prévoyons aussi, nous, dans notre stock de vaccins, plus de 300 chiens. L'appel au niveau de la communauté, c'est pour rappeler que la rage est ici. Comme je l'avais dit, c'est une maladie qui est présente dans nos communautés et Kaffrine particulièrement. Nous avons eu des cas de décès humains, nous avons eu aussi des cas de suspicion, beaucoup de suspicions au niveau de la population canine, mais aussi au niveau des bovins, au niveau des moutons et des chèvres. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui s'est rapprochée de nos maisons, qui s'est rapprochée de notre forme de vie et qui s'est rapprochée de nos familles. Donc c'est pour dire que tout propriétaire de chien doit prendre sur lui la responsabilité de vacciner son animal pour protéger sa famille. Puis comme chaque année, l'armée de l'air a célébré la fête de son patron Saint-Michel à l'instar de la communauté internationale. Une cérémonie au cours de laquelle les commandos parachutistes ont réitéré leur engagement à servir le Sénégal avec courage et abnégation. Cette fête traditionnelle est aussi l'occasion de montrer les activités du centre polyvalent de l'armée de l'air, mais aussi de faire des activités culturelles. Le lieutenant-colonel Aranda, général Assine, commandant bataillon des parachutistes du Tcharoy, interrogé par Fatimata Touré et Abdoulaye Anne. Permettez-moi un peu de m'attarder sur la symbolique de celui dont le nom nous vaut aujourd'hui la commémoration, l'archange Michel. L'archange Michel, dont le nom signifie en hébreu, qui est comme Dieu, symbolise le vainqueur du mal dans le grand combat de la fin des temps. Comme tous les anges, Michel est représenté par des ailes. Il incarne la beauté, la grandeur. Il a été choisi comme patron des parachutistes et fêté pour la première fois lors de la guerre du Vietnam en 1954. Héritier des anciens combattants sénégalais de l'armée coloniale, les parachutistes sénégalais commémorent chaque année la fête de leur saint patron, Saint-Michel. Mon général, je mesure le privilège que j'ai de présider aux destinées de ce bataillon mythique où servent des hommes d'exception dont le Sénégal est fier du total dévouement à la mission et du service rendu sous le sceau immuable de l'engagement républicain. L'armée est l'un des rares corps de métier où l'individu à lui seul ne peut réussir s'il n'a le soutien du groupe,
On n'a jamais vu quelqu'un gagner tout seul une guerre, ne serait-ce le plus grand des stratèges. Et donc, frères d'armes, revenons aux valeurs fondamentales de l'armée en ayant un bon esprit pour avoir un corps de troupes sain. Chers invités, festoyons ensemble dans un esprit de corps, de cohésion, car rappelons-le, alliant rigueur et bonne humeur, le Djambar est l'homme de son temps. Djambar légui légui. Et par Saint-Michel! Et par Saint-Michel! Football tournoi IFOA A. Le Sénégal remporte la compétition en battant en finale la Sierra Leone sur le score de 2-0. Des réalisations signées Chertiam et Ibrahim Dian, début inscrit en première période. C'est un récit signé Chersadi Bougara. Là, l'élément n'est pas encore en place. Le Sénégal, donc, sacré cet après-midi lors du... Vainqueur de la Sierra Leone en finale de la compétition disputée au Libéria, les Lionceaux conservent un titre déjà remporté en 2022. Grand favori de la finale, le Sénégal ne laisse pas place au doute. Il ouvre le score dès la 13e minute de jeu par l'intermédiaire de Cheikh Thiam. Une belle entame, une domination concrétisée encore à la 24e minute. Une superbe inspiration d'Ibrahim Dieng permet aux Lionceaux de prendre une avance de 2 buts. La plus belle réalisation du tournoi de l'IFOA à U20 2024. C'est de sa propre moitié de terrain qu'Ibrahim Dieng a tenté et réussi un lob. Une belle façon de rendre hommage à sa mère décédée la veille. Il fallait qu'on donne tout pour lui rendre hommage. 2-0. En faveur du Sénégal, c'est le score à la mi-temps. Une avance qui ne change pas dans la seconde période, en dépit des tentatives des coéquipiers de Momo Camara, le meilleur joueur du tournoi. Le Sénégal invaincu au Libéria, avec 3 victoires, 1 nul, 8 buts inscrits, 2 encaissés, garde ainsi son titre de champion de l'IFOA A U20. Il est récompensé également du côté des individualités avec Mamour Ndiaye, meilleur gardien, et Cheikh Thiam, meilleur buteur. Donc il fallait mettre cette intention dans le jeu, ce pressing fort, et je pense que c'est ça qui les a étouffés, et en fin de compte ils avaient lâché. Je pense qu'on pouvait mettre plus de buts en premier temps, mais là on avait envie. L'objectif c'était encore une fois de conserver ce trophée, parce que le Sénégal est détenteur de ce trophée. Il fallait qu'on soit qualifié, on se qualifie et sur le gazon on gagne le trophée. Je pense voilà, il n'y a pas meilleure manière de se préparer pour la Coupe d'Afrique. Parce que nous on est champions, encore une fois le Sénégal est dans une dynamique, il va falloir mettre beaucoup l'accent encore une fois sur le patriotisme. Et je pense qu'on a des jeunes joueurs, on a des joueurs talentueux qui s'ils sont disciplinés, s'ils sont concentrés, s'ils sont conscients de l'objectif qu'on les assigne, je pense qu'ils peuvent aller très loin dans cette Coupe d'Afrique. Je félicite encore ces jeunes joueurs qui ont été très courageux. Tu sais, il y a 2 jours, il y a un joueur qui a perdu sa maman. Il y a une semaine, il y a un joueur qui avait perdu son père. Et je pense que c'est des épreuves qui ont rendu force les enfants, qui les ont solidarisés. Un véritable triomphe pour les Lionceaux de Serigne Saliou Dia, a confirmé en janvier 2025 en Afrique du Sud, lors de la CAN des moins de 20 ans, où le Sénégal va aussi défendre son titre de champion d'Afrique. Réunis dans le cadre de la confection d'un mémorandum, des centaines de clubs amateurs demandent plus de considération de la part de la Fédération sénégalaise de football. Ils présentent plusieurs doléances, entre autres la maîtrise du calendrier des compétitions, des indemnités sur les transferts de leurs joueurs, selon Abdourahmane Hadj, le coordonnateur national des présidents des clubs amateurs, que je vous propose d'écouter avec Chersadi Bougara et Yaya Diallo. Il y a plus de 200 clubs qui sont membres du collectif des présidents des clubs amateurs. Dans toutes les régions, nous sommes représentés. Parce qu'on ne démarre pas à la date indiquée, on ne termine jamais à la date prévue. D'habitude, on a 2 mois de supplément souvent sur les saisons, et ça pénalise lourdement les clubs. La fédération nous laisse organiser les matchs. Donc, en plus des charges qui pèsent sur nos épaules, pour gérer nos clubs, on nous donne les charges de l'organisation des clubs, du service d'ordre à la location du stade et tout ça. Là, c'est des points très lourds. Il y a aussi le problème du transfert des joueurs amateurs, parce que la FIFA a prévu d'aider les clubs amateurs. Tous les clubs amateurs du monde sont des clubs formateurs. Quand le joueur signe son premier contrat professionnel, on doit bénéficier d'une indemnité de formation. Il y a une disposition qu'ils ont prise qui consiste à faire qualifier les joueurs 15 jours après, si les 2 parties ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas pris de disposition pour protéger les clubs amateurs.
Donc nous exigeons que le transfert soit encadré par la fédération. Du Fonds fin du Sénégal, il n'y a plus de motivation pour les dirigeants comme pour les joueurs pour travailler parce qu'ils n'ont aucune chance d'aller dans les sélections U17, U20 comme par le passé. Nous exigeons quand même que la fédération revoie ça. Il faudrait que la DTN puisse reprendre cette direction-là. On demande aussi que la fédération fasse beaucoup plus d'efforts pour former des cadres techniques, administratifs et financiers au niveau des clubs. C'est le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Et à n'oublier surtout pas ce face-à-face succulent entre Modulo et Site. Ce sera un peu plus tard dans la soirée sur les antennes du groupe Futur Média. Au revoir.